partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France. Bonjour les amis, comme promis, voici la seconde partie de la vie de Louis XVI et sa triste fin. La France est dans un chaos total. La bourgeoisie a peur pour la survie de l'Assemblée nationale. Le peuple, lui, craint que les troupes de Louis XVI ne coupent les routes amenant le ravitaillement aux Parisiens alors que le prix du pain est au plus haut. Necker ne parvient pas à redresser les finances du royaume. Le pain se fait de plus en plus rare et le chômage augmente considérablement. Le peuple se méfie du roi à présent. Dès le début du mois de juillet 1789, des émeutes éclatent. Les Parisiens s'arment. Camille Desmoulins exhorte la foule à se mettre en état de défense. Le 13 juillet, les barrières d'octroi sont incendiées. Les réserves de grains des couvents sont pillées. Une milice bourgeoise, appuyée par Mirabeau à l'Assemblée, se forme pour la défense de Paris. À cet instant, plus rien ne peut empêcher les événements qui vont se produire le lendemain. Le 14 juillet, au matin, des émeutiers du faubourg Saint-Antoine pillent l'arsenal de l'hôtel des Invalides et s'emparent de 40 000 fusils à poudre et de 30 canons. Ils arrivent ensuite aux portes de la Bastille et y retrouvent d'autres émeutiers. Face à cette foule marchant sur la Bastille, le gouverneur, le marquis de Launay, accepte par écrit la reddition de la forteresse et laisse donc la foule pénétrer dans la première cour. Hélas, il revient sur cette décision et fait tirer à la mitraille sur la foule, provoquant la mort de nombreux émeutiers. La garde française se mutine et intervient avec des canons pris aux Invalides afin de venir en aide aux émeutiers. En milieu de cette journée cruciale, ils seront 1000 combattants et 70 000 Parisiens à les soutenir. À 17h, les vainqueurs de la Bastille se dirigent vers l'hôtel de ville avec leurs prisonniers. En chemin, le gouverneur de Launay est massacré, sa tête découpée au canif. Arrivés à l'hôtel de ville, ils accusent le prévôt Flessel de trahison. Il sera lynché et sa tête sera promenée au bout d'une pique, tout comme celle de Delaunay. Toute la journée, les bâtiments fiscaux sont pillés, attaqués et incendiés.
Lorsque Louis XVI constate ce qui se passe, il s'adresse à De la Rochefoucauld de Liancourt. « C'est une révolte !» Et ce dernier lui répond « Non, sire, ce n'est pas une révolte, c'est la révolution. » Le 15 juillet, les membres du gouvernement ont déjà gagné les frontières pour fuir, tels de Broglie, de la Vauguyon et de Vildeuil. Louis XVI décide lui aussi de quitter Paris, car dans les armées royales, 5 des 6 bataillons ont rejoint les émeutiers. L'abolition des privilèges sera votée le 4 août 1789, puis la Déclaration des droits de l'homme le 26 août 1789. Louis XVI n'arrive plus à gouverner et met son veto à chaque nouvelle mesure présentée. Le 5 octobre 1789, une foule de femmes envahit l'hôtel de ville de Paris et se rendent à Versailles, armées de fusils, de piques, de crocs de fer, de couteaux et de 3 canons. À leur arrivée, elles crient « À bas la calotte! À mort l'Autrichienne! Les gardes du roi à la lanterne !» Devant ce mouvement de révolte féminine, le roi accepte de recevoir 5 d'entre elles en compagnie du nouveau président de l'Assemblée nationale, Jean-Joseph Mounier. Le roi leur promet du pain et va même jusqu'à embrasser l'une d'elles, Louison Chabit, âgée de 17 ans, et se montre à la foule du haut de son balcon en sa compagnie. L'agitation est calmée une nouvelle fois, car ces femmes lui font confiance de nouveau. Louis XVI fait tout ce qui est en son pouvoir afin d'éviter une guerre civile, mais rien ne s'arrange. Refusant d'abdiquer sous la pression, le roi opte pour la fuite hors du royaume, en compagnie de son épouse Marie-Antoinette, ses enfants, ses valets, avec l'aide de Axel de Fersen, amant de la reine. Nous sommes le 21 juin 1791, et ils partent en carrosse pour Varennes. Malgré que tout soit organisé dans le détail, une série de mauvaises applications de ce plan transforme cette tentative de fuite en échec, et ils seront tous arrêtés à Varennes et reconduits à Paris sous bonne escorte. Suite à cette trahison du roi, l'Assemblée nationale décide, le 25 juin, la suspension de Louis XVI, le jour où il est ramené à Paris. La fureur de la foule éclate à leur encontre, car elle ne supporte pas la trahison du roi. Le 16 juillet suivant, il est innocenté et sera rétabli dans ses fonctions dès qu'il aura approuvé la nouvelle Constitution. Il y prêtera serment le 14 septembre, ce qui le maintient donc comme roi des Français. À la fin de l'année 1791, nouvelle crise en France, jusqu'aux Antilles. Plus de sucre, plus de café, plus de pain. Les prix flambent et le peuple est de nouveau plongé dans la famine. De révolte en révolte, le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Des guerres ont lieu partout en Europe et amènent à la disparition de la monarchie. Mais une mauvaise organisation des armées, le roi n'écoutant plus ses conseillers et mettant des vétos sur tout, l'Assemblée nationale déclare le 11 juillet 1792 la patrie en grand danger et le 17 juillet, les fédérés de province et Paris remettent à cette assemblée une pétition demandant la suspension du roi. Et le 29 juillet, c'est Robespierre qui demande la déchéance de Louis XVI. Le chaos continue. Le 10 août 1792, ce sera la prise des Tuileries et amènera le roi à trouver refuge à l'Assemblée. Les insurgés s'engouffrent aux Tuileries et la prennent d'assaut en massacrant tous ceux qu'ils croisent. Le château est pillé, les meubles dévastés. Il y aura 1000 morts ce jour et les survivants seront jugés et exécutés. Nous allons vers l'extinction de la monarchie constitutionnelle. Le soir même, le roi et sa famille sont transportés au couvent des Feuillants, où ils vont rester 3 jours dans le plus grand dénuement. Le 13 août, la famille royale est transférée dans le logement de la grande tour du Temple, répartie sur 3 étages. Louis XVI occupe son temps entre la lecture et l'éducation du dauphin, son fils,
ainsi que la prière. Le 21 septembre, la royauté est abolie et l'an 1 de la République est proclamé. Le lendemain, Louis XVI perd tous ses titres, puis le 29 septembre, le roi et son valet sont transférés à la prison de la Tour du Temple. Déchu depuis le 21 septembre 1792, le procès de Louis XVI débute le 10 décembre et durera jusqu'au 26 décembre. Il devra y répondre de trahison, de conspiration contre l'État, ainsi que de 40 autres chefs d'accusation. Il sera défendu par les avocats Chrétien Guillaume de Lamoignon, de Malherbe, François-Denis Tronchet et Raymond de Sèze. Le 15 janvier 1793, le verdict tombe. Ce sera la mort par la guillotine. Sur 721 députés qui voteront, 387 seront pour la peine de mort contre 334 contre. L'écart est minime. Louis XVI ne reconnut aucun des chefs d'accusation à son encontre et s'en défend ardemment. Sur les 387 qui voteront pour sa mort, 5 se récusent, 44 demandent le sursis et 290 demandent d'autres peines. Mais aucun ne sera écouté. Le 20 janvier, la Convention vient notifier au roi déchu, dans sa prison du Temple, le verdict. Malherbe est présent et ne peut contenir ses larmes devant Louis XVI, qui lui dira « Remettez-vous, mon cher Malherbe !» À l'annonce du verdict, le roi reste impassible, très digne et noble, et demande l'octroi de 3 jours de délai avant l'exécution. Afin de se préparer à mourir, il demande à voir l'abbé Henri de Haidegors ainsi que sa famille viennent le voir une dernière fois, librement et sans témoin. Hélas, l'octroi de 3 jours de délai lui sera refusé et son exécution aura lieu le lendemain, le 21 janvier 1793, à 10h22, sur la place de la Révolution. La veille de son exécution, le roi prend son dernier repas vers 19h. Ensuite, il a un bref entretien avec l'abbé Firmont vers 20h. Il reçoit après son épouse Marie-Antoinette, sa fille Marie-Thérèse de France, le dauphin son fils Louis-Charles, ainsi que sa sœur Élisabeth de France. À 23h, la famille royale se retire et Louis XVI se couche vers minuit 30. À 5h, il est réveillé par son valet Cléry et à 6h, il assiste à une messe célébrée par l'abbé Henri Essex et Gewars et reçoit la communion. Il confie à l'abbé ses dernières volontés, son alliance à remettre à la reine et son sceau à remettre au dauphin son fils. Vers 8h, le commandant de la garde nationale, André-Joseph Santerre, vient le chercher. Il est transporté, à la demande du maire, dans le carrosse personnel de ce dernier pour lui éviter la charrette des condamnés. Dehors, il fait 3 degrés et un épais brouillard recouvre Paris. Il est 9h. 80 000 hommes en armes sont répartis sur tous les carrefours, places et rues où le carrosse doit passer. Le convoi est précédé de 200 gendarmes à cheval. Les Parisiens sont venus en nombre assister à l'exécution du roi. Le convoi arrive à 10h15, place de la Révolution, au pied de l'échafaud, peint en rouge, encadré de canons et 20 000 hommes ont été déployés. Louis XVI est accueilli, à sa descente du carrosse, par le bourreau Charles-Henri Sanson. On lui demande d'ôter sa redingote brune et son foulard-cravate, ainsi que d'ouvrir son col de chemise. Voyant que l'on veut lui lier les mains derrière le dos, le roi refuse, en vain. Il les aura liées par son propre mouchoir. Un assistant du bourreau découpe alors son col de chemise et lui coupe les cheveux. Le roi monte l'escalier pour rejoindre l'échafaud, Sanson et ses 4 assistants, sous les roulements de tambour. C'est alors que Louis XVI leur fait signe d'arrêter et déclare « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute.
Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » On lui interdit de poursuivre son discours et on l'allonge sur la planche de la guillotine que l'on fait basculer. À 10h22, Samson actionne le couperet. Gros, un assesseur du bourreau, saisit alors la tête sanguignolante du roi et la présente au peuple qui crie « Vive la nation! Vive la République! Et vive la liberté !» Certains dansent même la farandole. Puis le peuple se disperse. La dépouille de Louis XVI est immédiatement transportée au cimetière de la Madeleine, où un court service funèbre est prononcé. Puis son corps est mis en bière, avec sa tête posée aux pieds, et il est mis au fond d'une fosse recouverte de chaux vive. Ce n'est que le 21 janvier 1815, soit 22 ans après sa mort, que ses restes seront inhumés en la basilique Saint-Denis. Son frère Louis XVIII lui fera élever un monument funéraire toujours visible aujourd'hui. Son épouse Marie-Antoinette subira le même sort et sera aussi guillotinée le 24 octobre 1793, 9 mois après son époux. Elle repose à ses côtés à Saint-Denis. La sœur de Louis XVI, Élisabeth de France, sera elle aussi passée par la guillotine le 10 mai 1794. Sous la Révolution, beaucoup d'autres subiront le même sort. Danton, Robespierre, Camille Desmoulins et son épouse. Au total, de 1792 à 1794, 17 500 Français et Françaises seront officiellement guillotinés. Voici comment s'est terminée la vie du roi Louis XVI, que le peuple, à un certain moment, appelait le roi bienfaisant. Je vous retrouve prochainement pour continuer ce fabuleux voyage dans notre histoire de France. À bientôt!